Crime spécial, famille en quête de vérité, revient ce soir sur la mort inexpliquée d'une femme de 52 ans. Meurtre ou suicide? Voici cette mystérieuse affaire pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire tragique d'Anne-Lise. Son corps sans vie est retrouvé au bord de la Seine, un matin d'été 1999. Une mort aux circonstances mystérieuses qui, des années après, continue de hanter sa famille. Je ne sais toujours pas comment le drame s'est produit. Je sais que ça ne me la ramènera pas, mais pour moi, c'est indispensable de savoir comment les choses se sont déroulées. Nous sommes à Troyes, dans le département de l'Aube. Cette ville d'environ 60 000 habitants conserve un patrimoine remarquable. Son centre-ville est considéré comme le plus bel ensemble citadin médiéval de France. C'est une ville avec effectivement chargée d'histoire, et notamment au Moyen-Âge, avec les foires de Champagne. Une atmosphère de grand village, parfois où tout le monde connaît tout le monde. Le 13 juillet 1999, vers 16h, c'est une belle journée d'été. Et Michel rentre tranquillement chez lui, retrouver sa femme, Anne-Lise. Mais arrivé à son domicile, Anne-Lise n'est pas là. Sa voiture non plus. Et Michel constate plusieurs éléments troublants. Je vois que le garage de notre maison est ouvert. Bizarrement, il y a la nourriture pour les chiens qui est sur la table, prête à être distribuée. Et puis, j'avance un peu plus loin dans la maison et je vois son sac à main. Anne-Lise n'aurait jamais laissé la maison ouverte sans surveillance. Mais Michel refuse de céder à la panique. Ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'elle est partie pour quelques instants, je ne sais pas, chercher un paquet de cigarettes, vraiment un déplacement très court. Mais 2 heures s'écoulent et Anne-Lise reste introuvable. À 18h, c'est un coup de téléphone qui va plonger Michel dans l'incompréhension. Un de ses amis le prévient qu'Anne-Lise n'est pas venue au rendez-vous qu'il s'était fixé dans l'après-midi. Un rendez-vous qu'elle n'aurait pas pu honorer, elle aurait prévenu. Je commence sérieusement à m'inquiéter, c'est vrai. Michel décide alors de signaler la disparition de sa femme. Des recherches sont lancées, en vain. Après 5 jours d'attente interminable, l'enquête avance enfin. Michel est appelé à se rendre immédiatement à la gendarmerie de Troyes. Je vois un inspecteur qui me pose quelques questions et qui me dit, qu'une personne a été retrouvée. Il s'agit du cadavre d'une femme gisant en bordure de Seine. Et de toute évidence, elle est morte dans des conditions étranges. On va découvrir sur son bras droit 2 choses. La présence d'un garrot sur la partie postérieure du bras droit et puis un trou au niveau du pli qui pourrait correspondre à une trace de piqûre. Les gendarmes expliquent alors à Michel qu'il doit procéder à l'identification du corps. Une épreuve terrible, insurmontable. On ouvre simplement le haut de la fermeture éclair et j'ai pas besoin de voir longtemps que c'est elle. Que c'est elle, et puis voilà. Anne-Lise avait 52 ans. Sa mort brutale et inattendue est un choc pour ses proches. Mais que s'est-il passé ce 13 juillet 1999 ? Comment Anne-Lise a-t-elle perdu la vie ? Et pourquoi son corps a-t-il été retrouvé
en bord de Seine. À la gendarmerie de Troyes, une enquête est ouverte. Et les premières investigations se concentrent sur le véhicule d'Anne-Lise, qui demeure introuvable. Et ce n'est qu'en fin de journée qu'il est finalement localisé. Le véhicule automobile d'Anne-Lise Aby est retrouvé garé en bord de Seine, dans un coin très reculé à 15 km de leur domicile. Les gendarmes se rendent immédiatement sur place. En s'approchant de la voiture, ils constatent que les clés sont encore sur le contact. Et puis ils vont découvrir un capuchon de seringue juste à l'emplacement, à proximité de la portière conducteur du véhicule. Pour les enquêteurs, le garrot et la trace de piqûre retrouvés sur le bras droit de la victime, associés à ce capuchon de seringue, les mènent à la thèse du suicide. Afin de connaître les causes exactes de la mort, une autopsie est donc réalisée le 22 juillet 1999. L'expert ne relèvera rien de particulier. Par contre, il va tout de suite demander une expertise toxicologique parce qu'au vu de la trace de piqûre, naturellement, il est nécessaire de mesurer ce qu'on peut retrouver dans le sang d'Anne-Lise Aby. Les résultats de l'expertise sont sans appel. La mort d'Anne-Lise est due à l'injection de deux produits très particuliers. On va retrouver deux choses. La première chose, c'est un produit anesthésiant. La deuxième chose, c'est un produit euthanasiant, dans une quantité estimée entre 5 et 15 millilitres, donc une dose létale, mortelle, sans aucun doute. Et très rapidement, on va s'apercevoir que c'est ce qui était à l'origine du décès de Madame Aby. Au vu de ces analyses toxicologiques, les gendarmes ont désormais leur conviction dans cette affaire. Voyant cela, la conclusion logique des enquêteurs sera de se dire cette femme s'est suicidée. Elle s'est inoculée ce produit ainsi qu'un anesthésiant, donc elle s'est suicidée. Le suicide est donc retenu et le dossier est clos. Mais pour les proches d'Anne-Lise, notamment pour Hervé, son fils unique, cette thèse est inconcevable. Non, j'imagine pas ma mère faire ça. Non. Non, j'y crois pas. C'est pas possible. Alors, la piste du suicide est-elle vraiment plausible? Mais alors pourquoi Anne-Lise aurait-elle voulu se donner la mort? La vérité est-elle beaucoup plus sombre? Dans les rues de Troyes, le décès d'Anne-Lise suscite une vive émotion. Car cette mère de famille est une figure locale qui mène depuis des années un véritable combat pour la cause animale au travers de son association, la Maison de la Nature. Elle a créé l'association avec son mari et je crois 2-3 autres personnes au départ parce qu'il y avait des chats errants dans Troyes et rien n'était fait. C'est une maison dans laquelle il y a une cinquantaine, une soixantaine de chats dont on s'occupe quotidiennement. Elle est le pilier de l'association. C'est vrai que sans elle, on voit pas trop fonctionner sans elle. Créée en 1980, l'association compte dans ses rangs 4 bénévoles et sauve chaque année des centaines d'animaux. Pour Anne-Lise, leur venir en aide est une véritable vocation. Elle emmène toujours ses animaux avec elle, n'importe où elle va. Il y a toujours, de toute façon, au moins 3-4 chiens dans la voiture, ou tous. À chaque fois qu'elle venait, il y avait toujours ses animaux avec elle. C'est quelqu'un qui est d'un dynamisme total, qui va prendre en charge cette association, qui va la gérer, qui va me donner tout son temps, toute son énergie. Et Anne-Lise n'hésite pas à prendre la parole dans les médias locaux pour mettre en avant son combat. Pour sauver la vie à l'animal, pour qu'on puisse lui retrouver un nouveau maître, il faut venir nous l'abandonner dans les refuges, dans notre refuge, avec un abandon qu'on peut qualifier de légal. Et dans ce cas-là, l'animal a la vie sauvée et peut être replacé. Anne-Lise est une femme engagée, mais également une mère de famille accomplie. Nous sommes ensemble depuis 1976, non, notre couple fonctionne très bien. Hervé
Son fils unique garde le souvenir d'une mère heureuse, une mère qui n'aurait jamais mis fin à ses jours. Elle était très proche des personnes. On dit dès le départ que c'est un suicide, alors que ma mère était connue par la ville entière. C'est impossible. Michel, le mari d'Anne-Lise, ne croit pas non plus au suicide de sa femme, car il relève de multiples incohérences. Il n'y a aucun papier nulle part, on ne retrouve pas de petits mots. Elle n'aurait jamais pris la décision de partir sans avoir pris des dispositions pour ces animaux. À côté de la nourriture, elle aurait mis un post-it me disant distribue la nourriture, enfin donne à manger. Ça, c'est inhabituel. Pour moi, c'est une personne qui n'avait pas du tout des tendances suicidaires. Et ce n'est pas tout. Ce 13 juillet 1999 est une date importante pour Anne-Lise. Une journée qu'elle n'aurait manqué pour rien au monde. Son fils doit arriver, elle l'accueille, elle est heureuse, et il doit venir d'Alsace, donc voilà, c'est une fête familiale. Elle doit fêter un anniversaire d'un de ses proches, elle doit préparer un gâteau, c'est prévu. Face à tous ces éléments troublants, Michel décide de contacter Roger-Marc Moreau, un détective privé. Et à la lecture du dossier, l'expert relève un détail étonnant concernant le lieu de la découverte du corps. On sait d'abord qu'elle a une horreur absolue de l'eau. C'est phobique chez elle. Donc l'idée de se suicider en se mettant dans l'élément qu'elle craint le plus paraît inconcevable. Roger-Marc Moreau a désormais la certitude d'être en présence d'un homicide. Mais alors, pourquoi aurait-on voulu la mort d'Anne-Lise ? La justice va-t-elle accepter de réouvrir le dossier ? À Troyes, les mois passent sans que l'enquête sur la mort d'Anne-Lise ne soit rouverte. Et ce, malgré de nombreuses demandes de Michel, le mari de la victime. Effectivement, au niveau de la gendarmerie, les enquêteurs, je les ai relancés très très souvent, et ça a duré bien longtemps. Je les relançais de façon à essayer de savoir ce qui se passait. Mais la persévérance de Michel va finir par payer. En juillet 2000, soit un an après la découverte du corps d'Anne-Lise, le dossier est rouvert. La gendarmerie de Troyes reprend alors l'enquête à zéro. Et le fameux garrot, retrouvé sur le bras droit d'Anne-Lise, attire toute leur attention. Le garrot était à droite alors qu'elle est droitière, donc c'est vrai que quand on est droitier, on a plutôt tendance à faire une piqûre avec la main droite, donc elle aurait dû avoir le garrot au bras gauche. Pour une personne droitière, nouer un garrot et se faire une injection de la main gauche, pour moi c'est inconcevable. Mais pour les enquêteurs, ce détail n'est pas forcément révélateur d'un éventuel homicide. On m'a affirmé que c'était possible, en faisant des contorsions et de la gymnastique possible, mais mon épouse est d'un tempérament, j'allais dire, efficace. Mécaniquement, on va nous expliquer, tout est possible. Qu'on peut, effectivement, avec la bouche, arriver plus ou moins à serrer. D'accord, mais c'est idiot, ça n'a pas de sens. Les proches d'Anne-Lise vont également alerter les enquêteurs sur un autre élément, et pas des moindres. Il s'agit des deux produits qu'Anne-Lise se serait injectés dans les veines. Un anesthésiant, dans un premier temps, et un euthanasiant, ensuite. Ce produit anesthésiant, dès lors que vous l'avez injecté, vous n'avez pas la possibilité de vous injecter un second produit. Lorsque l'on pratique l'injection, on ne voit pas ressortir l'aiguille. On dort déjà. Si Anne-Lise n'aurait donc pas eu le temps de s'injecter un deuxième produit, comment aurait-elle pu trouver la force de se jeter dans la Seine ? Mais là encore, pour les enquêteurs, l'effet immédiat de ce type d'injection n'est pas garanti. La question va être très rapidement de savoir quel laps de temps entre le moment où vous vous inoculez le produit et le moment où vous allez perdre connaissance. Les experts varient quelque peu là-dessus, mais la constante, c'est de dire entre quelques secondes et 15 secondes. Mais 15 secondes, c'est terminé. Les gendarmes
estime donc qu'en 15 secondes, Anne-Lise a pu s'injecter un produit euthanasiant et aller se jeter dans l'eau. Un tel scénario ne convainc pas du tout la partie civile. Elle est seule, elle est dans sa voiture, elle a la seringue, elle veut se suicider, elle va poser le garrot, elle va se piquer et puis elle va rester à l'intérieur de sa voiture puisqu'on sait qu'en l'espace de 15 secondes maximum, elle va perdre connaissance. Pourquoi serait-elle allée se jeter à l'eau? Ça n'a pas de sens. Les enquêteurs décident de réentendre le mari d'Anne-Lise. Michel va alors leur révéler que sa femme avait un rendez-vous très important le jour même de sa disparition. Elle devait, ce jour-là, recevoir un don relativement important, 400 000 francs à l'époque, pour permettre à son association de vivre. 400 000 francs à l'époque, c'est une somme conséquente. Et donc, quelqu'un qui peut avoir des gros besoins peut être tenté. Les gendarmes se demandent alors si ce don financier pourrait être à l'origine de la mort d'Anne-Lise. Mais alors, qui aurait pu vouloir mettre la main sur cet argent? À ce stade de l'enquête, toutes les hypothèses restent possibles. À Troyes, les gendarmes poursuivent leur enquête. Ils se concentrent sur ce don financier prévu le jour de la disparition d'Anne-Lise. Ils veulent notamment savoir qui était au courant de cette transaction. Tout le monde a un doute sur la même personne, le collaborateur d'Anne-Lise Aby. C'était l'une des seules personnes avec son époux qui était informée qu'elle devait percevoir un don très important. Cet homme de 20 ans, que nous appellerons Nicolas, est salarié de l'association depuis 3 ans. Au fil du temps, Nicolas parvient à s'attirer la sympathie et la confiance d'Anne-Lise. C'est quelqu'un qu'elle a pris sous sa protection. Il est arrivé à l'association, il avait à peu près 15 ans. C'est une espèce de permanent de l'association qui se présente un peu comme le fils spirituel de Madame Aby. Au fil des auditions, les gendarmes vont découvrir une autre facette de Nicolas. Celle d'un homme très attiré par l'argent. Il va user et abuser de cette association. Il va probablement prendre un petit peu dans la caisse parce qu'il y avait des trous dans la comptabilité. Autre élément intriguant, quelques jours avant sa mort, Anne-Lise avait convoqué Nicolas pour le licencier en raison de malversations financières graves au sein de l'association. Une décision que le jeune homme n'aurait pas acceptée. Il vivait mal ce licenciement et il y avait un ressenti de haine à l'encontre de Madame Aby dans les derniers temps, les derniers jours. Les doutes envers Nicolas s'installent. Mais les gendarmes s'interrogent. Comment Nicolas aurait-il pu se procurer les 2 produits à l'origine de la mort de sa patronne? Très vite, les enquêteurs vont être informés qu'Anne-Lise avait chez elle ces produits destinés à l'euthanasie des animaux en souffrance. La seule personne qui sait précisément où se trouvent les produits euthanasiants et anesthésiants, c'est ce collaborateur. La seule personne qui ait l'habitude de faire ce type d'injection, c'est ce collaborateur. Les gendarmes décident alors d'auditionner Nicolas. Et son emploi du temps du 13 juillet, jour du drame, est passé à la loupe. Il va évoquer la journée, il va évoquer le fait qu'il y avait ce don qui devait venir à l'association, qui aurait été la bienvenue. Il sait tout, il est au courant de tout. Durant son audition, Nicolas admet être venu le matin du 13 juillet à l'association et avoir parlé avec Anne-Lise. On sait, des témoins ont pu le révéler, qu'il y a une explication bruyante entre Anne-Lise Aby et cette personne. Et par la suite, on sait que ce monsieur est reparti. Après cette dispute, Nicolas affirme avoir passé le reste de la journée en balade avec l'une de ses connaissances. Il dit être allé en campagne avec un de ses jeunes amis pour solliciter ses grands-parents pour avoir un peu d'argent.
Il va dire qu'ils sont partis ensemble, qu'ils ont fait des kilomètres, qu'ils se sont rendus dans tel ou tel endroit, qu'ils ont été dans tel ou tel café, qu'ils ont bu tel et tel verre. Et il va communiquer le nom de la personne avec laquelle il se trouvait ce jour-là et qui devrait pouvoir confirmer ses dires. Cet ami, que nous appellerons Luc, est alors interrogé pour vérifier l'alibi de Nicolas. Ce jeune homme va dire « Je me trouvais bien avec ce dit collaborateur, mais je ne me souviens plus vraiment de ce que l'on a fait dans cette journée. » Les enquêteurs s'interrogent. Et si les deux hommes étaient liés à la mort d'Anne-Lise? Luc pourrait-il être le complice de Nicolas? Mais Luc va avouer aux enquêteurs un élément pour le moins troublant. Il affirme avoir fait une tentative de suicide médicamenteuse en compagnie de Nicolas. Et ce, 3 jours seulement après la mort d'Anne-Lise. Le collaborateur va le convaincre de se rendre dans un bois pour qu'ils se suicident tous les deux. Pour les enquêteurs, cet aveu n'est pas anodin, car une certitude apparaît très vite. Les deux hommes n'ont pas avalé la même quantité de médicaments. Ce jeune homme va se retrouver 8 jours en réanimation. Tandis que le suspect, qui avait dû absorber très peu de produits, va se faire énormément remarquer dans cet hôpital, puisqu'il était en permanence en train de se promener dans les couloirs. Lui n'avait quasiment aucun symptôme. Alors, Nicolas aurait-il voulu tuer son ami Luc? Aurait-il cherché à se débarrasser d'un éventuel témoin? La famille d'Anne-Lise va-t-elle enfin connaître la vérité? À Troyes, les enquêteurs continuent leurs investigations autour de cette transaction de 400 000 francs. Et ils découvrent qu'Anne-Lise n'avait pas touché cet argent le jour de cette disparition. En fait, ce jour-là, le rendez-vous qu'elle avait avec son généreux donateur avait été annulé et devait être reporté. Mais le dit collaborateur, celui qui va être soupçonné, ignorait cette information. Pour les proches d'Anne-Lise, l'attrait de Nicolas pour l'argent resterait à leurs yeux un mobile crédible. Un mobile d'abord peut-être pour s'accaparer de cette somme, ou une partie de cette somme, mais également un mobile pour en vouloir à Nézabit. Car lui, dans le même temps, il est écarté de l'association. Faute d'éléments probants, Nicolas n'est pas inquiété par la justice. Aucune charge n'est retenue contre lui. Et en juillet 2004, la justice décide de clore une seconde fois le dossier, en avançant la même conclusion, celle d'un suicide. Michel, le mari d'Anne-Lise, est anéanti. Les gendarmes n'ont pas été très diligents et on laisse un homme seul face à une institution. C'est le pot de fer, le pot de terre contre le pot de fer. Et il se bat avec les petits moyens qui sont les siens, mais également c'est cette volonté de défendre la mémoire de son épouse. Les années passent, mais Michel refuse de baisser les bras. En 2007, il obtient à nouveau une réouverture de l'affaire. Mais là encore, c'est la déception. Un non-lieu est rendu 8 ans plus tard. La justice, on a l'impression, dans cette affaire, qu'elle cherche à se protéger, à se couvrir parce qu'ils n'ont pas fait les actes utiles en temps utile. Il y a eu plus ou moins des compromissions de la part de certains. Mais le juge d'instruction ne conclut pas son ordonnance en invoquant le suicide. Pour la première fois dans cette affaire, la justice admet que l'intervention d'une tierce personne n'est pas exclue. À la lecture de ces conclusions, la colère envahit la famille d'Anne-Lise. On ne peut pas se contenter de cette situation insatisfaisante où on vous dit au décours d'une décision de justice, qui est une décision de justice, d'accord, elle ne s'est pas suicidée, mais on ne sait pas qui l'a tuée. C'est totalement irréaliste. Elle a été assassinée
Nous devons savoir pourquoi, comment et évidemment par qui. Et les proches d'Annelise veulent croire que de nouveaux témoignages sont encore possibles. Des témoignages plus précis, ce sont les clés effectivement qui permettront d'obtenir la réouverture de ce dossier, de rouvrir cette porte. Vous savez, un petit détail, un petit élément qui permettra de rouvrir ce dossier, qui permettra de nous dire « ça y est, enfin, nous avons compris, nous savons, Annelise Haby, que tu n'es pas morte parce que tu l'avais choisie, mais parce que tu as subi cette mort. » Voilà ce que nous cherchons. Aujourd'hui, 17 ans après le drame, de nombreuses questions subsistent encore autour de la mort d'Annelise. Des questions qui hantent au quotidien Michel. Je ne sais toujours pas comment le drame s'est produit. Je sais que ça ne me la ramènera pas, mais pour moi, c'est indispensable de savoir comment les choses se sont déroulées. Et puis, s'il y a homicide, que la justice fasse son boulot, quoi. Hervé, le fils unique d'Annelise, est déterminé à connaître la vérité. Mais la perte de sa mère est une douleur qui ne s'éteindra jamais. J'oublie pas, j'oublierai jamais d'ailleurs. Bien sûr, elle me manque. Comment dire, 17 ans, après 17 ans, oui, c'est d'avoir la vérité, quoi.